Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière ligne droite dans le programme de conférence de Supply Chain Event 2025. Alors une conférence un peu particulière et qui est une première pour tout dire. L'idée c'était d'avoir l'occasion de porter un coup de projecteur, je sais c'est quoi, voilà. En tout cas, de mettre un petit coup de projecteur sur les deux entreprises qui hier ont décroché des prix du salon, les Digital Supply Chain Awards. Sur le versant start-up et sur le versant solution, mais on verra que dans les deux trajectoires d'entreprise, c'est très lié, la dynamique de jeunes pousses et la dynamique d'innovation technologique. L'idée, c'est que voilà, hier, ils ont eu 3 minutes sur scène pour défendre leur profil et leur projet et se faire valoir et se différencier. Ça a été couronné de succès, mais pour autant, on se disait qu'en 3 minutes, on n'épuise largement pas ce qui fait le sel de leur trajectoire. Ça va être plutôt un exercice d'interview en live, dont vous verrez qu'on ne l'a pas tant que ça préparé, voire pas du tout. Mais au finish, moi en tant que journaliste, c'est ce qui fait mon quotidien. D'ailleurs, Thibaut, pour Hoplite, vous êtes le CEO et cofondateur. J'ai déjà eu l'occasion de vous interviewer. Et Hoplite, hier, a été couronné dans la catégorie Startup Digital Supply Chain Award. Pour autant, vous aviez animé une conférence l'an dernier, je me souviens, aux côtés d'une belle et grosse entreprise, l'Easy Group, et on verra aussi que ça fait partie des clients, sans doute, avec qui vous avez maturé votre solution. Et côté Urbans, ils sont deux. Pour le coup, je ne vous connais pas encore. Et je vais vous laisser vous présenter. Je connais pour le coup Urbans, qui est de longue date, bien que créé en 2018, que j'associe moi de 2015. Voilà, donc déjà, j'apprends des choses, mais que j'associe moi au monde du DMS, le Delivery Management System. Mais pour autant, si vous avez été couronné hier, c'est que vous ne restez pas assis sur vos acquis et qu'il y a une trajectoire qu'il s'agit là de nous raconter. Et peut-être d'ailleurs, je vais vous commencer par vous demander de vous présenter. Très bien, bonjour, moi c'est Marie Thépeau, je suis la directrice commerciale au niveau global d'Urbans, enchantée. Bonjour, moi c'est Nicolas, je fais partie de l'équipe commerciale avec Marie, donc basée à Barcelone et donc très content d'être là aussi. Merci. 2015, je vais faire une prime à la seniorité, même si c'est une erreur, c'est une erreur. Mais qu'on fait souvent en France. 2015, l'ambition initiale, alors vous n'étiez peut-être pas dans l'entreprise, mais pour autant vous avez dû vous acculturer. L'ambition initiale et l'idée initiale d'Urbans, quelle était-elle? Alors c'est une histoire un peu personnelle aussi, donc l'histoire est assez sympathique, disons, et qui représente aujourd'hui l'essence de notre entreprise. Donc un de nos cofondateurs, Mike, qui était là hier, qui a fait le pitch hier, donc il y a 15 ans, créé la première entreprise de cargo bike à Paris, il y a 15 ans. Et donc voilà, il s'est retrouvé face à des difficultés justement de pouvoir bien organiser les routes, etc., les capacités des véhicules, etc. Donc il lui manquait vraiment la technologie. Et c'est là qu'il a rencontré donc John, un autre de nos cofondateurs, qui est notre cerveau, ingénieur, qui a été notre CEO pendant 10 ans, et qui lui a commencé à codifier la technologie pour pouvoir permettre en fait d'associer, disons, cette expérience terrain et la technologie. Donc ensuite il y a Mélanie, donc qui est aujourd'hui notre CEO, qui a été notre CEO pendant 10 ans. On a fait un changement il y a quelques mois, et qui elle est arrivée vraiment pour faire un peu la partie opérationnelle, développement de l'activité. Donc c'est une histoire personnelle qui se retrouve aujourd'hui dans les valeurs de l'entreprise, mais qui aussi nous permet aujourd'hui d'avoir en positionnement une solution qui n'est pas que de la technologie, mais vraiment qui comprend en fait les problématiques sur le terrain. Donc on est assez fiers aujourd'hui d'avoir une solution qui est scalable, comment dire en français, qui peut
accompagner nos clients et qui déjà comprend les différents use cases sur le terrain, qui peut être par exemple la partie supermarché avec toute la gestion de la température. Ça peut être toute la partie encombrant avec les services associés, comme la partie parcelle. Donc en fait, on continue aujourd'hui à développer notre solution. 25% de notre roadmap est vraiment lié aux remontées terrain avec nos clients avec lesquels on travaille le jour le jour. D'accord. Donc quand vous êtes lancé, DMS, ça n'existait pas, Delivery Management System. Alors, la formule n'existait pas. Disons que le marché n'était pas encore prêt. Donc, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un boom quand même, il y a vraiment un besoin. Donc, on est à un moment où, en plus, on a une solution qui a atteint un niveau de maturité autant sur la présence sur le marché avec l'utilisation de nombreux clients et la gestion de beaucoup de livraisons. Mais c'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'était pas du tout dans ce modèle-là. Donc, ça a été assez difficile au début parce que le marché n'était pas... je pense qu'on était un petit peu en avance à ce moment-là. Aujourd'hui, non. On voit que c'est justement il y a quelques années où on a pu beaucoup décoller, beaucoup plus pertinemment qu'il y a 10 ans. Donc, ça a été compliqué au début, oui. Très bien. On va essayer de tisser des ponts, même si d'un point de vue fonctionnel, ça va être un petit peu compliqué, parce que d'un côté, on est dans le monde du dernier kilomètre, là, on est dans le monde de la planification industrielle. Mais Thibaut Hoplit s'est lancé il y a 5 ans, quelque chose comme ça ? C'est ça, 2020. Sur un créneau fonctionnel qui était bien identifié, ou c'est comme celui du DMS, c'est au fur et à mesure que je ne sais pas s'il y a un acronyme qui désigne le type de solution telle que celle d'Oplit à ce stade. L'ordonnancement, ouais, voilà, c'est l'ordo, on n'a pas d'acronyme, autrement on ferait O. Je ne sais pas. Donc nous, la genèse, donc c'était 2020. On a créé l'entreprise presque pendant le confinement. Ne faites pas ça. Enfin, voilà, il n'y avait pas grand monde qui voulait nous répondre. Historiquement, moi j'avais fait de l'investissement et ensuite j'ai travaillé chez McKinsey en conseil en digital, sur le manufacturing uniquement. Et mes premiers projets, ça a été de créer des Excel d'ordonnancement de la mort pour organiser une usine finalement. Et quand avec mon associé, on a fait un peu un tour, on s'est dit on veut créer une entreprise dans le manufacturing, on a parlé à plusieurs clients potentiels. Au bout d'un moment, il y en a qui nous ont montré des Excel qui ressemblaient vachement aux miens que j'avais créés quand j'étais en conseil. Et je me suis dit, OK, là, franchement, on peut faire un truc sympa. Donc voilà, c'était ça la Sans genèse. Excel. Sans Excel. Voilà, sans Excel, plus agile, plus intelligent, plus collaboratif. Et donc c'était ça la genèse. Et historiquement, vous voyez que l'ordonnancement, donc sur tout ce qui est manufacturing continu, donc le batch process, l'agroalimentaire par exemple. Voilà, tous les cas où je mets des produits dans une cuve, ça finalement c'est un marché assez mature, mais par contre tout ce qui est manufacturing discret, donc où ça passe par 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 étapes de production, là le marché c'était vraiment Excel ou rien. Donc on voyait une opportunité à saisir parce qu'on se disait c'est pas normal que des entreprises leaders sur leur marché soient encore en train d'organiser leurs ressources et leur travail sur Excel. D'accord. Alors c'est vrai que j'avais déjà eu l'occasion de vous interviewer. D'ailleurs, dans la dernière mouture, tous les 2 ans, nous, en fin d'année, dans le Supply Chain Magazine, on fait un numéro pépite de la supply. Et je crois bien que dans la dernière édition qu'on avait faite en fin d'année dernière, Hoplit figurait. Je suis désolé pour Urban, ce principe de pépite, on l'a institué, vous aviez déjà entamé votre parcours. Mais c'est vrai que ces Digital Awards, ils ont... Alors, pour nous, quand ils récompensent des entreprises qu'on se connaît, on se dit on a eu du nez. Et quand ce n'est pas le cas, on se dit c'est bien parce que ça joue aussi son rôle. Le Supply Chain Event joue son rôle d'écosystème et de porter à la connaissance, y compris des journalistes, des nouveaux acteurs et nouvelles initiatives. On a vu le point de départ. On va arriver aux innovations, mais ça a mordu très vite. En gros, dès lors qu'on a une solution, une idée, une proposition de valeur, il faut trouver les clients qui vont vous mettre le pied à l'étrier. Ça s'est passé avec quel type de profil de besoin pour Urbans ?
Ça s'est passé avec des premiers clients qui d'abord ont compris l'innovation à ce moment-là et qui nous ont donné leur confiance en étant par exemple les premiers, deuxièmes clients, qui sont toujours parmi nos clients aujourd'hui. On est dans quel secteur d'activité? On est dans le secteur de la Ou livraison. de nom d'ailleurs. Oui, Hein, si, Soloshoes par exemple, un de nos premiers clients, donc livraison de supermarchés, donc de Horeca. Nous avons des clients, donc nos secteurs, c'est vraiment les clients, donc les transporteurs ou les retailers. Donc évidemment, il faut qu'il y ait de la livraison. Donc on s'occupe de tout ce qui est livraison B2B, B2C, donc retail ou logistique. Voilà. Donc ça a été d'abord la confiance de premiers clients qui ont cru en notre idée et qui ont fait confiance. Et puis plus on a avancé avec l'acquisition de clients beaucoup plus importants, comme Carrefour par exemple, comme FM Logistique, sur lesquels on a déployé plusieurs pays dans les 3 continents. El Corte Inglés en Espagne, qui est un des plus gros retailers mondial. Enfin, en tout cas en Europe. C'est vrai qu'ils ne sont pas très connus dehors parce qu'ils sont très locaux sur l'Espagne. Etc. Donc après, avec la confiance de clients et de logos importants, ça a commencé à se développer de manière... Et on démarre exactement sur ce qu'on avait imaginé, où quelque part, dès le début, faut repositionner l'idée d'origine et l'outil d'origine parce que les premiers clients, certes, ils essuient les plates, mais ils ont aussi une vision opérationnel de ce qu'ils attendent de vous. Oui, exactement. Et en plus, une partie forte de notre solution, c'est justement de pouvoir nous adapter aux opérations de nos clients. On ne va pas demander à des clients énormes de s'adapter en out of the box à une solution. Donc, c'est là aussi la magie de Urbans, c'est qu'on est capable de pouvoir se déployer sur des cas d'usage très complexes sans développement. Évidemment, on peut faire du développement, mais quand on fait du développement, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Ça n'arrive pas, rien que par rapport... Déjà, notre solution out of the box est capable, en fait, d'accompagner autant des clients qui doivent prendre en compte un véhicule tri-température, par exemple, ou de faire du service associé à du montage de meubles. Donc, on n'a pas besoin de développer, c'est vraiment à travers de scripts, etc. Donc, elle est capable, en fait, ou d'accompagner aussi des clients sur différents business. Ensuite, il y a aussi la possibilité, ce qui est important, c'est qu'il y a toujours des cas d'usage complexes. Donc, les clients, souvent, ont leur propre flotte, leur propre véhicule et leur propre chauffeur. Ils externalisent avec des logisticiens externes. Et dans ce cas d'usage, il y a deux façons différentes de le faire. C'est avec des camions dédiés. Par exemple, un Carrefour, il a une liste de 100 transporteurs, pour donner un numéro au hasard. Et ces transporteurs ont des camions dédiés à Carrefour, donc avec le logo Carrefour, etc. Donc ça s'appelle donc dédié ou mutualisé avec des grands, par exemple comme DHL, GLS, etc., avec lesquels, dans ce cas-là, nous, on ne fait pas l'optimisation ni l'exécution sur le terrain avec notre propre application, mais qu'on est capable de se connecter pour en fait pouvoir récupérer le statut de la livraison, livré, non livré. Et en fait, on est capable de faire de gérer ces 3 cas d'usage au sein de la même plateforme. D'accord. Même question pour Hoplite. Qui ou quel secteur d'activité vous a mis le pied à l'étrier? En l'occurrence, j'imagine que c'est une usine ou plusieurs. Et est-ce que tout de suite, il y a eu cet enjeu de positionner, d'affiner votre positionnement? Ouais, donc les 2 premières entreprises qui nous ont fait confiance historiquement, c'était 2 entreprises de l'aéronautique. Donc Lizzie qui était venue l'année dernière ici, donc qui est grand groupe d'aéronautique, 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et pas qu'aéronautique, si je ne Automobile également, oui. Bien vu, merci. Et l'autre groupe, c'était Nexteam, donc qui était aussi un groupe aéronautique qui avait vraiment le vent en poupe avec beaucoup d'acquisitions. Donc, on a commencé à travailler avec ces 2 industriels sur les problématiques de charge-capacité, donc la planification plutôt moyen terme. On a développé le logiciel, on l'a amené au marché, enfin, on a fait un succès sur les premiers sites, puis ensuite on a déployé sur ces groupes, et ensuite quand on est allé sur le marché, donc là je vous rappelle, c'était plein Covid, tout le monde nous disait: vous me vendez une solution pour m'organiser sur 6 mois, 12 mois, mais moi, je ne sais pas ce que je vais faire demain. Donc, si vous pouviez m'aider au quotidien, ça serait peut-être mieux. Et donc, du coup, c'est là où on a bifurqué vers l'ordonnancement.
On a retravaillé l'ordonnancement avec les clients existants et des nouveaux clients. Et on a commencé à avoir des clients en horlogerie. Et là, on a eu vraiment une énorme traction du marché sur ces problématiques d'ordonnancement en horlogerie, luxe et sur nos périmètres historiques aéronautiques. D'accord. On va revenir parce qu'on voit déjà que dès le début de l'histoire, il faut innover et peut-être aiguillonner par le marché, mais il y a aussi votre propre feuille de route technologique qu'il s'agit de développer. Et dans cette feuille de route technologique, il y a, comme chez tout le monde, des nouveaux mots-clés qui s'invitent. Je pense à l'IA notamment, et sous diverses version de l'IA, et ça nous amène doucement un petit peu à ce qui vous a valu d'être récompensé hier. Du côté d'Urbans, vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aviez mis dans le dossier, qu'est-ce qui a été pitché sur scène en 3 minutes, sachant que là, on voit qu'on a bien dépassé les 3 minutes et on a juste effleuré ce que vous savez faire. Oui, je pense que ce qui est important de rappeler, c'est ce que disait Marie tout à l'heure, donc la roadmap de notre côté, qui est constituée à 50% d'une veille technologique en fait pour rester toujours au top de l'industrie de la logistique. Ensuite, on a 25% qui est dédié sur l'amélioration des modules qui sont déjà existants. Et ensuite, 25% qui vient des retours clients en fait, sur des features qui n'existeraient pas pour le moment, qui sont vraiment spécifiques à un de nos clients et sur lesquels on travaille en fait avec eux pour définir le périmètre d'action et ensuite le proposer à d'autres clients qui pourraient avoir des attentes similaires. Il me manque 25% dans l'histoire. 50, 25, ah 25. Oui, 50, pardon. Je suis pas très bon en maths. Ouais, voilà. Et du coup, grâce à ça, en fait, on est vraiment arrivé à, je pense, tirer notre épingle du jeu dans cette niche qu'est la gestion du dernier kilomètre. Et ce qui fait aussi ce qu'on a proposé dans le dossier, c'est ce qu'on a actuellement et aussi ce qu'on va proposer dans le futur, notamment, comme tu le disais, avec l'IA. Donc, il y a Agentic avec des agents conversationnels qui vont pouvoir disposer les clients finaux, mais aussi nos clients. C'est-à-dire que dans la plateforme d'Urbans, qui se compose d'une plateforme web et d'une plateforme et d'une application mobile qu'on a développée, en fait, on va pouvoir aussi développer de l'IA sur l'accompagnement des clients et aussi sur l'optimisation. C'est-à-dire qu'on va avoir de l'IA prédictive qui va pouvoir analyser les tendances et l'historique de ce qui se passe pour justement avoir cette prédiction dans le futur et avoir de plus en plus de résultats positifs sur l'optimisation, pour s'améliorer constamment. Et dans une optique d'aide à la décision des utilisateurs de la solution, où il y a aussi l'idée qu'il va y avoir une dimension d'automatisation de certaines décisions de plus en plus prégnantes. Oui, effectivement. Donc, en fait, on va avoir les deux. Donc, la prise de décision, c'est quelque chose qui va aussi être disponible sur nos agents d'intelligence artificielle. Mais également, ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment une automatisation des process. Donc, l'optimisation des routes, c'est quelque chose qu'on fait, c'est le cœur de ce qu'on fait, mais c'est aussi l'optimisation des ressources pour pouvoir se concentrer justement, comme le disait Marie, on est une entreprise qui se veut scalable. On considère nos clients comme des partenaires et en fait, notre but, c'est vraiment de croître ensemble et d'affronter les défis qu'ils vont avoir ensemble. Donc là-dessus, on a vraiment les deux aspects qui se marient. Je sais pas si tu voulais dire. Ouais, ok. Non, aussi là, en termes de prise de décision, la prédictibilité. Donc, ce qu'on peut aujourd'hui, par rapport à on a sorti des fonctionnalités comme l'optimisation continue, le dynamic dispatch, où on est capable en fait aujourd'hui de prendre un temps d'avance et de savoir, par exemple, là, on sait qu'on va être sur un peak season, par exemple, à partir de Black Friday jusqu'à après les soldes, où on peut analyser en fait en amont la capacité des ressources dont on va avoir besoin. Donc, ce sera plus un peu de dire, bon, ben, ça y est, maintenant, j'ai trop de commandes, etc., et de le faire un petit peu sur le rush. Sinon, maintenant, on est vraiment capable, par rapport à ça, aux données historiques et aussi de savoir ce qui se passe sur le marché, de pouvoir avoir des prédictions et de la fiabilité aussi des ressources. Donc, ce qui permet de savoir exactement le nombre de véhicules, capacité, etc., bien en amont avec de la prédictabilité.
Alors là, je vais essayer de rebondir parce qu'il y a certains mots-clés. Là, on vient de parler de planification des ressources pour la fin d'année, de capacité. Ça résonne chez Hoplite. Et vous aussi, qu'est-ce qui a mordu voilà, dans votre présentation d'hier qui montre le point auquel vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue fonctionnel et technologique notamment? Ouais. En tant que chef d'entreprise, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer à côté d'une réflexion sur comment l'IA impacte mes activités. Tout le monde disait ça va être un bouleversement, ça va tout renverser. Aujourd'hui, je pense que c'est plutôt quelque chose qui va donner des avantages compétitifs à certains. Et si les autres ne le font pas, c'est pas dramatique, c'est juste qu'ils prendront quelques années de retard et quelques points de marge et de productivité en moins. À donc, certains du coup, utilisateurs ou à certains pour l'entreprise au global. Par exemple, nous, chez Hoplite, il y a 1 an et demi, on s'est dit comment l'IA peut transformer nos activités en interne. Donc, je demandais à chaque personne de me faire un reporting de comment il peut gagner 20% de productivité grâce à l'IA. Je disais, tu m'apportes des outils, tu parles à un développeur, peu importe, mais je veux qu'il soit 20% plus productif. Donc, pour essayer de générer des idées. Et nous, en interne, on s'est dit aussi, qu'est-ce que l'IA apporte sur notre marché qui n'existe pas encore. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on était en train de mener cette réflexion. Donc, je ne vais pas rentrer dans qu'est-ce que c'est que l'ordonnancement, etc., parce que sinon, je vais en perdre pas mal. Mais voilà, l'idée historiquement, on a des contraintes et on doit optimiser une variable dans l'ordonnancement. Avec l'IA, on peut prendre des agents et on peut prendre 1000 personnes en parallèle qui font ce petit jeu et ensuite, on vient prendre le meilleur ordonnanceur. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit. Voilà ce que ça change. Historiquement, on a un solver, une solution. Demain, on peut avoir 1000 solutions qui fit et on prend la meilleure. Et donc, du coup, on a commencé, nous, notre prospection pour trouver les premiers clients en fait, qui travaillaient là-dessus. On a trouvé un client aux États-Unis, assez étonnamment, mais voilà, qui était volontaire pour avancer là-dessus, donc qui est le leader de l'industrie plastique aux États-Unis. Donc, il y a une boîte qui a 20 sites industriels là-bas. Et en parallèle, on a un de nos clients historiques, donc qui est Cartier, donc qui est une marque de montres assez connue, donc chez qui on a déployé partout sur tous les sites, et qui nous ont dit, en fait, on pense que dans 5 ans, Hoplite, vous allez mourir. On ne sait pas exactement ce qui va vous tuer, mais il y a un truc qui utilisera l'IA qui fera mieux votre job. Voilà. Maintenant qu'on a mis ça, on vous propose de construire ce qui pourrait vous tuer dans 5 ans ensemble. Et donc, du coup, on a travaillé avec eux pour aller vraiment chercher une nouvelle version. Voilà, Hoplite 2030, 2040 pour Cartier. Donc, on a mené avec Technor et avec Cartier ces 2 chantiers en parallèle pour vraiment avoir une solution qui permet d'améliorer drastiquement la performance financière d'un industriel en gagnant du temps sur combien de temps je prends à prendre des décisions et puis comment j'organise mes ressources. Parce que c'est comme si on avait 1000 humains très intelligents qui réfléchissaient à ce problème en continu. D'accord. Et cette dimension financière, du moins, elle était déjà présente ou vous étiez quand même voilà, dans des problématiques industrielles, d'organisation, de processus, de ressources. Et quelque part, là, on vous dit il y a d'autres contraintes ou en tout cas d'autres critères de l'action qu'il s'agit aussi de pouvoir intégrer dans ce calcul, si on peut appeler ça du calcul. Ouais, on voit que notre métier, finalement, qu'on adresse, donc le métier de l'ordonnanceur, donc si on se considère qu'on va supprimer finalement pas mal de ces métiers, la tâche d'ordonnancement remonte d'un niveau dans l'entreprise. Et donc, on se met à prendre beaucoup plus des décisions selon des axes stratégiques versus opérationnels. Et donc, du coup, nos utilisateurs, maintenant, qui deviennent des directeurs supply chain, alors qu'avant, c'était plus des ordonnanceurs, eux, ce à quoi ils réfléchissent, c'est mon niveau de stock, la capacité de mes machines et au final, le PNL de mon entreprise, parce qu'en général, ils font partie du CODIR. D'accord, donc vous avez 5 ans, mais vous êtes déjà projeté à 2030 et à 2040 d'un point de vue de solutions et technologiques. Voilà, comment on peut, qu'est-ce qui peut nous tuer demain? Et c'est plus facile aussi de pivoter une boîte sur un axe quand on est encore 20-30 versus 5000. Donc nous, ça nous a permis d'être extrêmement agile là-dessus. Marie, ça vous inspire? Vous êtes combien chez Urbans d'ailleurs? Vous êtes combien d'ailleurs? On est entre 50 et 55. D'accord.
53, je crois, la dernière fois que j'ai... Donc toujours en mesure d'avoir cette agilité. Alors je ne sais peut-être pas vous poser la question qu'est-ce qui va nous tuer dans 5 ans, mais ça résonne la réflexion de Non, mais je Thibaut. trouve que la réflexion déjà de l'utilisation de l'IA en interne, en termes de productivité, ça c'est clair. C'est quelque chose qu'on a vu enfin, sur tous les départements. Nous, on a 75% de nos employés qui sont sur la R&D, donc développeurs, etc. L'arrivée d'un cloud, par exemple, a complètement bouleversé l'écosystème et donc changé aussi les métiers. Ça, c'est hyper intéressant. Et enfin, moi, quand j'ai vu ce qu'était capable de faire un cloud versus un humain, un des meilleurs, j'ai dit le monde a changé, vraiment. Sur la partie vente, etc., tous les agents qui peuvent nous aider, enfin tous les départements sont impactés. Je pense que chez Urbans, on est des adopteurs précoces et hyper convaincus. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, sur la partie de se projeter dans 10-20 ans, si on ne le fait pas, je pense que c'est commencer à mettre son pied dans la tombe. Donc, en tout cas, pour nous, c'est une industrie hyper excitante, la partie du delivery, parce que si on se projette dans le visionary, enfin la vision, que des fois on a des ateliers, et là on part sur des drones, on part sur les robots, on part sur des choses qui vont arriver et sur lesquelles il faut qu'on soit préparé aussi. Donc ce sera petit à petit, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez passionnant en fait sur cette partie-là. Et aussi centrer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour réduire et avoir un impact aussi direct et maintenant sur les clients. Par exemple, sur la partie conversationnelle, donc par exemple, on réduit avec cet agent conversationnel, vous attendez votre livraison, elle n'arrive pas, vous appelez le service client. Donc, on fait une réduction de 40, 50 à 60% des appels entrants au service client. Le livreur, maintenant, avec WhatsApp, vous pouvez lui envoyer, il ne trouve pas chez vous. Mais normalement, ça peut être une livraison ratée. Il n'a pas réussi à vous joindre. Là, directement, vous pouvez lui envoyer votre géolocalisation par WhatsApp. Il arrive tout de suite, parce que c'est les derniers mètres. Et le pas d'après, c'est directement de pouvoir replanifier, en fait, de dire, voilà, finalement, je vais replanifier, de ne pas avoir à téléphoner au support ou de rentrer sur la page de service client, etc., mais directement de le faire à travers cette AI conversationnelle. Et donc, ce n'est pas un impact uniquement sur le département de livraison opérationnelle logistique, mais une grosse réduction de coûts aussi sur la partie opérationnelle, service client, appel entrant et gestion d'incidents, par exemple, pour donner un exemple concret sur ce point-là. Alors, je n'ai pas forcément le monopole des questions. Si vous avez des questions, c'est bien évidemment possible. Manifestez-vous. Moi, il y a un point, c'est sur le côté international. Vous avez tous les deux, trois, mais en tout cas, les deux entreprises ont amorcé très tôt cette dynamique internationale compte tenu du profil de vos clients. Est-ce que ça participe aussi de la dynamique de l'innovation? Parce que sortir quelque part du précaré français, ça vivifie. Là, pour le coup, si j'ai bien compris, vous êtes tous les deux installés à Barcelone. Non? Moi, à Malaga. D'accord. Et en Espagne, oui. Oui, non, effectivement, c'est ce qu'on voit aussi au niveau international. Comme vous le disiez, en fait, on voit que selon les territoires, en fait, on va avoir une approche totalement différente de la logistique. Les attentes ne sont pas les mêmes et on est aussi sur une solution qui est à la fois B2B mais B2C. Et on voit de plus en plus que les clients ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Les clients ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, effectivement, mais on voit aussi des attentes qui se rapprochent entre le B2B et le B2C. On voit aussi une demande de plus en plus forte pour avoir de la durabilité, pour avoir des livraisons qui sont de plus en plus conscientes du changement climatique. Et je pense qu'en fonction des pays, par exemple dans les pays nordiques, beaucoup plus avancés, mais on a aussi cette idée aussi qui est très avancée à Dubaï, par exemple. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais c'est vrai que c'est ou en Arabie Saoudite. Et donc c'est des territoires, c'est vrai, sur lesquels on aime se positionner aussi pour pouvoir comprendre. J'allais parler en espagnol. Pour pouvoir comprendre les besoins de nos clients, quelle que soit leur géographie, en fait. Donc, on a une solution aussi qui n'a pas je pense un peu comme la vôtre, en fait, qui n'a pas non plus de limitation au niveau de la géographie. C'est-à-dire qu'on a des clients depuis les États-Unis jusqu'au Vietnam, en passant par Dubaï, Oman, Qatar. Notre principale source d'activité est en opération en Europe, mais c'est vrai que sur les opportunités, on peut avoir aussi ces éléments-là et ça nous aide et ça nous guide aussi dans la roadmap sur les attentes des clients. Sur cette partie-là, je rajouterais que Urbans,
au début. On est une boîte belge, une fois, deux fois. Et donc, du coup, au début, par rapport à la langue, par rapport à la géographie et la distance, évidemment, ça a été la Belgique et la France, donc qui aujourd'hui représentent 50% de notre chiffre d'affaires et 50% de notre pipeline, pour avoir une idée. Donc, c'est vraiment notre marché le plus mature, les gens nous connaissent, etc. On a beaucoup développé le reste de l'Europe, donc notre target reste l'Europe. On a beaucoup développé le sud de l'Europe, les pays nordiques, l'Allemagne. Donc là, on a quand même des gros clients, Northern Meni, Bauhaus en Allemagne, West Wing, Home24 par exemple, le Corte Inglés. Donc vraiment, c'est l'Espagne, l'Europe. On est présente sur 19 pays. Donc les problématiques sont différentes. Dans les Nordiques, ils sont très lockers par exemple. Les lockers avec des lockers à température. De plus en plus en France. De plus en plus en France, mais les Nordiques, c'est quelque chose, c'est un autre monde, c'est incroyable. Il y a des lockers avec des congélateurs. Je ne savais même pas que ça existait il y a quelques mois, quoi. Donc pour eux, sur cette partie-là, non. En Espagne, par exemple, lockers, ça commence à arriver, mais c'est pas du tout, je pense, le futur en tout cas pour l'instant. Donc voilà, chaque pays, ouais, vraiment c'est problématique dans sa façon son positionnement, en tout cas sur l'industrie. On reste quand même sur l'Europe, mais on développe, voilà, un peu, on est sur 19 pays. Sur 19 pays, on est opérationnel aussi sur tous les continents. Pourquoi ? Parce que nos clients se développent, ils sont capables aussi de scaler avec notre solution et d'ouvrir et de mettre Urbans en production au Vietnam, aux États-Unis, au Chili, comme en Afrique du Sud. Voilà. Du côté d'Hoplite, j'ai bien compris qu'il y a des clients qui, de toute façon, ont un appareil industriel qui est mondialisé. Mais vous citiez un leader de la plasturgie aux États-Unis qui a joué un rôle moteur dans cette nouvelle étape technologique. Comment ils se sont retrouvés à se dire l'innovation, c'est en France qu'on va la trouver sur le sujet par ricochet via certains de nos investisseurs. Donc c'est comme ça qu'on a été mis en relation. Donc nos investisseurs savaient qu'ils planchaient, que nous on planchait là-dessus, et eux ils avaient cette vision également. Donc on s'est dit ok, on veut faire la même chose. Je pense qu'il y a aussi il y avait une volonté de leur côté de prendre des risques, on va dire, et d'essayer quelque chose de nouveau. Disruptif, il y avait une dimension de la disruption. Voilà, ils avaient une volonté de se dire on voit ce qui existe, c'est bien, mais on peut faire mieux. Et donc ça, je pense que c'est un mindset important. Et nous on est sur dans pas mal de pays, mais historiquement, on était quand même franco-suisse, belge. Mais on a attaqué que des marchés francophones pour l'instant. Et donc après, sur le go-to-market, on se dit, voilà, l'Espagne, l'Italie, les Nordiques, l'Allemagne. Et là, aujourd'hui, vraiment, on est en train de se dire, non, les US, parce que quitte à se palucher des nouveaux sales, un nouveau marketing, etc., autant pour que ça soit pour un gros marché, plus ils ont l'avantage d'être très rapides dans la prise de décision. Par contre, ils peuvent tuer très très rapidement un projet. Ce qu'on voit, historiquement, on avait déployé il y a 3 ans sur un site US, mais on avait du mal un peu à coordonner. Ils étaient à San Francisco, donc en fait, sur le time zone et tout, on n'était pas allé sur place, on a fait plein d'erreurs. Mais ils ont fait, non, mais là, c'est trop lent pour nous, on arrête, quoi. Donc là, on est vraiment voilà, toutes les mains sur la table pour y arriver, pour faire en sorte que ce soit un succès, pour qu'on déploie rapidement. Eux, dès qu'on a fait le premier site, ils ont dit ok, on déploie les 20. Donc voilà, il y a un peu, on sent que ça peut aller plus vite. Côté français, on est plus lent à décider, mais on laisse un peu plus le droit à l'erreur. Là-bas, ils sont plus rapides à décider, mais par contre, il y a moins le droit à l'erreur quand même. Très bien, merci. Je vous propose d'en rester là. J'ai l'impression quand même qu'on vous connaît mieux et on cerne mieux la trajectoire. Et du coup, on n'a pas trop de doute de vous revoir sur le prochain Supply Chain Event, sur scène ou autre. Et en tout cas, d'entendre parler de vous et de vos projets. Avec plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.